Le parallèle avec l'Ukraine, c'est, vous l'avez vu dans la discussion, enfin si on peut parler de discussion, entre les États-Unis et l'Ukraine. L'enjeu, c'était la signature justement de ce contrat d'approvisionnement en terres rares qui était convoité notamment par Elon Musk. Et aujourd'hui, par rapport aux États-Unis, on a également cette dynamique-là avec la RDC. Bon, la demande qui a été faite par la RDC est tout à fait louable, effectivement, pour se défendre contre les rebelles du M23 et toutes les problématiques dans des grandes villes de RDC. Souvent, depuis l'Europe, on ne se rend pas compte, en fait, de l'importance de ce pays en Afrique, puisqu'il est plus grand que l'Europe, en fait. Bienvenue, je suis Carmen Févillier, merci d'être au rendez-vous. La planète a besoin de minerais et l'Afrique en regorge. Mais alors que la demande mondiale explose, une question essentielle se pose. Qui profite réellement de cette richesse ? Aujourd'hui, les contrats miniers sont au cœur d'une nouvelle bataille, une bataille de droit et de la souveraineté, des accords souvent complexes, qui lie les pays africains aux grandes compagnies minières et des enjeux importants pour le continent. Pour en discuter, mesdames, messieurs, j'ai le plaisir d'accueillir Maître Benoît Lebars, fondateur associé du cabinet Lazaref Lebars et spécialiste du droit des affaires et de l'arbitrage international. Maître Benoît Lebars, bonjour. Bonjour Carmen. Nous nous revoyons. Nous nous revoyons. Enchantée de vous, vraiment très contente de vous revoir, maître. Je rappelle que vous êtes maître de conférence en droit privé. Vous êtes également très impliqué en Afrique. Votre connaissance du droit OHADA vous a fait paraître le MIDA, je pense, c'est le Magazine international de droit des affaires en Afrique. Absolument. Vous me disiez que ça avait évolué. Et également les RIDA, Rencontre internationale du droit des affaires en Afrique également. Vous êtes auteur des manuels Droit des sociétés de l'arbitrage international, pratique en droit de l'OHADA. Vous êtes l'un des auteurs du traité du droit du commerce international et aux éditions LexisNexis. Et vos spécialités, comme je l'ai dit, arbitrage international et mode de conflit alternatif de règlement de conflit, droit OHADA, contentieux des affaires, contrats et projets internationaux, droit du commerce international. Et le cabinet Lazaref est situé place Vendôme à Paris. Oui, le bureau de Paris est place Vendôme et le siège principal maintenant est aux Émirats en fait. On s'est rapproché de nos partenaires africains. On est plus au Moyen-Orient maintenant qu'à Paris en fait. D'accord. Alors Maître Lebars, encore une fois, bienvenue. Merci. Et donc, pendant cette interview, on va parler de la pratique contractuelle entre la France, en fait, les investisseurs. Je dis France parce qu'il y a beaucoup plus de relations entre les investisseurs et les pays africains, les aspects juridiques et contractuels justement des contrats, les projets d'accord avec la RDC, parce qu'on va parler de la RDC et des États-Unis, et on parlera de votre expérience et si on a le temps des perspectives. Avec plaisir. Donc voilà, maître. Alors, comment décririez-vous, maître, la pratique actuelle des contrats miniers dans les pays africains et leurs investisseurs ? En fait, aujourd'hui, la question qui se pose, la question principale, c'est une question qui est essentiellement géopolitique. Parce que la pratique internationale des contrats miniers est assez standardisée. En fait, ce sont des contrats compliqués, on va dire, ou complexes, puisqu'il y a une partie bancaire, une partie d'assurance, une partie sociale, une partie environnementale, une partie de droit des sociétés. Enfin bon, c'est un droit assez complexe qui est régi généralement par une réglementation nationale dans les pays d'Afrique et par une réglementation internationale et un certain nombre de pratiques. Mais c'est aussi un domaine dans lequel l'influence de l'investissement international et plus généralement des réglementations en matière de douane et d'échange est très présente. D'où la particulière actualité de ce domaine aujourd'hui, en raison notamment des initiatives qui ont été prises par les États-Unis en matière douanière
Oui. en matière de tarifs, parce que ça a un impact direct sur les approvisionnements Bien sûr. des extracteurs. D'accord. Et quelles sont les clauses contractuelles les plus importantes qu'on doit retrouver dans les contrats? Alors les clauses les plus importantes encore aujourd'hui, liées à l'actualité, on va dire, il y en a 3, elles sont toujours les mêmes. Vous avez tout ce qui est relatif à l'imposition et principalement les règles de taxation, les règles douanières ou en matière de TVA, puisque quand vous démarrez une mine, mais c'est la même chose pour l'énergie quand vous construisez une centrale, pendant les premières années, vous ne produisez rien. Donc vous allez importer des biens de l'étranger très souvent, et c'est donc les exemptions qui sont très importantes pendant cette phase de démarrage. Okay. Ça, c'est le premier aspect, l'aspect fiscal. Le deuxième aspect est douanier, on va dire. Le deuxième aspect, c'est la gestion de l'inconnu, on va dire. C'est ce qu'on appelle la force majeure en droit, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait quand on est face à un phénomène qu'on n'avait pas prévu. Un phénomène environnemental, un phénomène politique, une situation de guerre. Comme on le voit en RDC. Voilà. Et donc, comment on réagit? Ou avec l'Ukraine d'ailleurs. Ou avec l'Ukraine. On pourra en parler si vous voulez, c'est une belle illustration. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la clause de force majeure. Et puis après, vous avez une dernière dimension qui est la partie économique, commerciale. C'est la dimension prix. Oui. En fait, à quel prix on va vendre ce qu'on extrait. D'accord. Et ça, évidemment, c'est lié au marché international avec des clauses de calcul qui sont généralement très complexes, mais on ne va pas parler des mathématiques. Et justement, comment garantir l'équilibre justement entre les parties? C'est une question de négociation. Très souvent, aujourd'hui, les États sont assez bien accompagnés par des cabinets de conseil, les États africains. Pourtant, ils ont l'air d'être faibles. On parle aujourd'hui, historiquement. Faibles, oui, c'est ce qui est paradoxal. Les États africains sont des États, donc on considère qu'ils sont des parties fortes parce que ce sont des pays souverains. Simplement, comme très souvent, ils ont signé des contrats sans être accompagnés ou avec une formation, on va dire, insuffisante de leurs équipes ministérielles en matière énergétique ou en matière économique, eh bien, ils ont signé des contrats déséquilibrés, qui ne sont pas signés aux conditions commerciales internationales standards. Et donc, vous avez effectivement des conflits aujourd'hui, parce que des investisseurs prétendent avoir des droits, alors que si vous regardez la pratique des autres pays, en Europe ou ailleurs, aux États-Unis, vous dites, en fait, ces contrats sont complètement déséquilibrés. Complètement déséquilibrés. Donc effectivement, cette dimension-là, effectivement, un certain nombre de pays aujourd'hui sont sensibles, mais pas suffisamment. Donc il y a cet aspect de formation qui est très important. Alors aujourd'hui, maître, ces pays, justement, les pays africains ne veulent plus se contenter d'exporter des minerais. Et donc, ils veulent développer des industries de transformation en vue d'une croissance économique. Et d'ailleurs, ils sont en train de refondre intégralement leurs codes, les codes miniers, qui visent à rééquilibrer les intérêts des parties, comme vous voulez le dire. Et donc, maître, qu'en pensez-vous de ces refontes des codes miniers? La RDC, je pense, l'avait fait en 2018. Oui, la RDC l'a fait en 2018, le Sénégal juste après. Chaque pays met en place sa réglementation interne justement pour traiter, on va dire, les investisseurs étrangers sur un pied d'égalité. Oui. Et aussi souvent pour mettre en place des modes de règlement des litiges, souvent par le recours à l'arbitrage OHADA d'ailleurs, pour les pays d'Afrique de l'Ouest en tout cas. Mais si j'ose dire, c'est la première étape. Souvent, ce qu'on oublie en Afrique, c'est que le minerai et l'industrie qui va aller en parallèle, parce qu'effectivement, quand on a une mine, on a des problématiques de transport, on a des problématiques de logistique, on a des problématiques de téléphonie mobile, les infrastructures. Voilà, on a des problématiques d'éducation, d'énergie. Oui. Enfin, la mine, en fait, ça entraîne un certain nombre. Est-ce qu'on ne pourrait pas contourner cela par la fiscalité, par exemple? Non, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de prendre conscience du fait qu'il y a des outils internationaux que les États utilisent peu en Afrique, notamment les traités bilatéraux d'investissement. Un exemple, l'Allemagne a 160 traités bilatéraux d'investissement avec les pays étrangers qui partent du principe que tout investisseur étranger sera traité comme un Allemand. Il y en a 135 en Suisse. Imaginez combien il y en a, par exemple, vous parlez de la RDC. En RDC, il y en a 7. Au Mali, il y en a 8. Au Sénégal, on en a 23. Donc, évidemment,
Un investisseur étranger qui vient dans ces pays va se dire je ne serai pas traité comme je vais être traité dans mon pays d'origine. Donc il y a une sorte de déséquilibre des droits, même s'il est subjectif, même si c'est juste une perception. Donc il y a un travail réel à faire de la part des États africains par rapport à ce droit qu'on appelle droit des investissements. Oui. Où jusqu'à présent, les gouvernements ont assez peu justement investi de l'énergie pour essayer de les développer. Mais ils réforment les codes miniers, est-ce que ça va de pair? Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que les codes miniers renvoient simplement à une réglementation interne. Généralement, il vaut mieux les combiner avec des traités bilatéraux ou des traités multilatéraux. Ça peut être au niveau sous-régional, c'est tout à fait possible. Mais à condition, effectivement, de ne pas oublier qu'il existe déjà des juridictions internationales devant lesquelles les États africains ont plutôt tendance à gagner d'ailleurs. L'exemple, c'est la juridiction arbitrale de la Banque mondiale, devant laquelle les États africains remportent les 2/3 de leurs affaires. On sait assez peu. Tout le monde pense subjectivement en fait que les États africains perdent leurs dossiers. C'est faux statistiquement. Et tant mieux pour l'Afrique. Tant mieux pour l'Afrique, mais c'est pas su. Mais non, c'est pas su parce que c'est de la technique juridique et les gens s'y intéressent peu. Les gens ne s'y intéressent pas. Il est temps que les gens s'y intéressent. Voilà pourquoi vous êtes là, Maître Lebars. Justement, on va parler de transparence et de la gouvernance des contrats qui sont souvent critiqués, Maître. Et selon vous, quelles sont les améliorations qu'on pourrait apporter pour sécuriser juridiquement ces partenariats? En termes de transparence ? Oui. Alors la difficulté de la transparence, c'est que si vous voulez de la transparence, la condition, c'est de faire des appels d'offres. Si vous faites des appels d'offres, les conditions d'ouverture des mines sont connues de tous. Dans certains pays encore aujourd'hui, mais ce n'est pas propre à l'Afrique, ça se rencontre dans le monde entier, vous avez des pays qui vont préférer donner un avantage à un partenaire, on va dire, fiscal ou autre, ou commercial, et donc par conséquent, ils n'ont pas intérêt à la transparence, parce qu'ils ne veulent pas que ça crée un précédent. L'utilité justement des conventions sous-régionales ou des traités internationaux, c'est que ça oblige les États à traiter tout le monde de manière égale et transparente. Parce qu'après, tout est transparent. Vous devez communiquer vos contrats, vous devez faire du reporting tous les ans, enfin bon bref. Donc il faut accepter de jouer les règles du jeu en quelque sorte. Ça marche dans les deux sens. Ça marche dans les deux sens. Alors, ça marche dans les deux sens. On va parler de la RDC, Maître. Si vous voulez. Donc États-Unis, RDC, deux parties imposantes. Oui. En Afrique centrale et en Amérique. Et donc c'est un projet d'accord qui a été suspendu, Maître, entre les deux parties. Quel est votre regard sur ce projet d'accord, Maître Lebars? Ce projet d'accord, d'après moi, il n'est pas suspendu, puisque fin mars, il se parlait encore. Donc aujourd'hui, je pense qu'il se parle encore. Il y a un parallèle à faire entre la RDC et ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. L'enjeu de la RDC pour les États-Unis, c'est l'accès à des ressources rares, notamment le cobalt et le lithium. De nombreuses ressources rares. C'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est la guerre entre les États-Unis et la Chine, guerre commerciale. Parce que la Chine est présente dans pratiquement 70% des mines en RDC. D'accord. Donc il y a un double enjeu pour les États-Unis. Le parallèle avec l'Ukraine, c'est, vous l'avez vu dans la discussion, enfin si on peut parler de discussion, entre les États-Unis et l'Ukraine, l'enjeu c'était la signature justement de ce contrat d'approvisionnement en terres rares qui était convoité notamment par Elon Musk. Et aujourd'hui, par rapport aux États-Unis, on a également cette dynamique-là avec la RDC. Bon, la demande qui a été faite par la RDC est tout à fait louable, effectivement, pour se défendre contre les rebelles du M23 et toutes les problématiques dans des grandes villes de RDC. Souvent, depuis l'Europe, on ne se rend pas compte, en fait, de l'importance de ce pays en Afrique, puisqu'il est plus grand que l'Europe, en fait. Mais c'est un enjeu, effectivement, de géopolitique internationale et il est vraiment colossal, puisque c'est 70 à 90% des ressources en minerais rares qui sont en Afrique aujourd'hui et la RDC en détient pratiquement 60%. Oui. Justement, vous parliez de la Chine. Est-ce que, selon vous, ce projet de contrat pourrait être gagnant-gagnant ou ce serait en défaveur de la RDC? Et quelle différence faites-vous avec les contrats signés avec la Chine ?
Alors, la difficulté par rapport à cette discussion, c'est qu'elle est seulement au niveau diplomatique. Et d'après ce que j'ai compris, l'émissaire américain est assez proche de la famille présidentielle. Oui. Donc, vous avez une discussion qui risque d'être une discussion assez commerciale, dans laquelle, étant donné que les États-Unis n'étaient pas demandeurs, ils vont essayer d'obtenir quelque chose de plus que ce qu'ont eu les Chinois. Donc on est dans une dimension qui est un peu déséquilibrée, d'autant plus que la RDC demande des armes et de la formation pour ses professionnels militaires. Donc on risque d'avoir un deal à la fin qui peut être déséquilibré pour la RDC. Bon, on ne sait pas, mais en tout cas, tel qu'on regarde la dynamique telle qu'elle s'est mise en place dans les négociations qui ont eu lieu jusqu'à présent, où les initiatives ont été plutôt prises en fait par des ministres ou des émissaires africains, plutôt que par les Américains qui sont plutôt attentistes. On verra. Pour l'instant, les choses ne sont pas finalisées, mais il risque d'y avoir un déséquilibre. L'autre chose, c'est que je ne suis pas certain que l'administration en place aujourd'hui aux États-Unis soit le bon interlocuteur. Parce que, vous le savez, les décisions qui ont été prises par l'administration Trump ont eu des conséquences économiques assez phénoménales dans toutes les bourses internationales et un certain nombre d'opérateurs privés commencent à se détacher de cette administration alors qu'ils l'ont soutenue pendant les élections. Donc, pas beaucoup de temps écoulé. Pas beaucoup de temps écoulé, mais par contre déjà des réactions. Alors ça peut changer, ça va très très vite, on est aux États-Unis, mais ceci dit, vous l'avez vu dans certaines élections locales ou dans certaines prises de parole récentes, notamment d'élus républicains, on n'est pas sûr que le président actuel et son administration, en fait, tiennent les rênes des investisseurs privés qui sont les partenaires potentiels de la RDC. Parce qu'il va falloir que les investisseurs aillent dans le pays. Évidemment, une mine, elle ne sort pas de terre toute seule. Il faut effectivement avoir les partenaires sur place. Exactement. Donc si vous n'avez pas un véritable contrôle sur ces opérateurs-là, vous pouvez faire toutes les promesses que vous voulez, ça ne fonctionnera pas. D'accord. Et comment les autres pays peuvent se positionner équitablement face à ce projet d'accord s'il venait à être signé? Je pense que la meilleure façon, c'est de faire des offres concurrentielles. En Afrique, il y a un savoir-faire d'autres opérateurs, des opérateurs qui ne sont pas que européens. Il y a des opérateurs canadiens, par exemple, il y a des opérateurs français, il y a des opérateurs allemands. Il y a beaucoup d'opérateurs en Afrique. Des opérateurs russes. Des opérateurs russes aussi. On en parle assez peu, mais les Russes sont très présents en Afrique. Ils sont très présents en Afrique. Très discrets, mais très présents, effectivement. C'est la nouvelle guerre froide, on peut le dire. Même si on est en Afrique, c'est véritablement la nouvelle guerre froide. Et donc, on a effectivement tous ces opérateurs-là qui sont potentiellement des partenaires possibles. Simplement, il faudra effectivement une prise de conscience et une réactivité supérieure. Aujourd'hui, l'Europe n'est même pas organisée au niveau militaire entre les pays européens. Donc c'est difficile de faire une offre commune à la RDC. Mais ça devrait être le cas, vous voyez. Et ça n'a pas eu lieu. Donc espérons qu'il y aura une réaction, au moins au niveau européen. Parce qu'aujourd'hui, on ne voit rien. Européen. Et donc, Maître, on va parler de votre expérience. Vous êtes arbitre. Absolument. Et quel est le rôle de l'arbitrage, justement, dans ce genre de contrat avec les États africains? Le rôle de l'arbitrage, en fait, c'est un mode alternatif de règlement des litiges, c'est-à-dire qu'on ne va pas devant le juge de droit commun, on ne va pas devant le juge national, on nomme des arbitres qui sont des professionnels indépendants. Ça peut être soit un arbitrage commercial, dans ce cas-là, c'est sous l'égide d'une convention qui a été signée à New York en 1957, qui reconnaît ces décisions comme des décisions de justice, aujourd'hui dans plus de 160 pays dans le monde. Et la deuxième possibilité, c'est le droit des investissements, donc l'arbitrage d'investissement, avec une autre convention, qui est la convention de Washington, qui est aujourd'hui gérée par la Banque mondiale. Le siège principal est à Washington et ensuite les autres sièges sont à l'île Maurice, en Suisse et à Paris.
L'île Maurice, vous y allez souvent, maître. Oui, c'est un pays très important pour le droit des investissements, historiquement, depuis toujours, puisque, vous le savez, le commerce de la porcelaine passait par l'île Maurice. Historiquement, c'est un pays très important en Afrique. Un pays très important en Afrique. Et donc, maître Lebas, quelle leçon tirez-vous justement de l'arbitrage que vous faites avec les pays africains? Généralement, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les pays africains sont beaucoup plus actifs qu'il y a 20 ans en arbitrage. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, ils n'avaient pas de professionnels formés qui les accompagnaient. Aujourd'hui, ils n'hésitent pas à nommer des cabinets internationaux connus ou à avoir leurs propres cabinets nationaux. Ah oui. Ça dépend. Ils ont aussi des très bons cabinets nationaux maintenant qui se forment. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure des RIDA avec mon ami Mamadou Konaté, l'ancien ministre de la Justice du Mali. Nous allons bientôt créer une formation spécialisée en droit de l'OHADA et en droit international à destination des publics africains, qui sera une formation en ligne, qui sera une formation en ligne, justement pour qu'elle soit plus facile d'accès. Donc, c'est quelque chose qui est là, on va dire, la petite fille des RIDA et des MIDA qu'on a commencé il y a plus de 10 ans. Il y a plus de 10 ans. Oui. Mais véritablement, il y a cette prise de conscience et il y a aussi une demande des institutions d'arbitrage parce que, justement, on demande des gens qui connaissent le pays, qui connaissent la culture. Souvent, quand je vais en Afrique, j'ai eu la chance de travailler dans 42 pays en Afrique. Quand je vais en Afrique ou que je parle avec des interlocuteurs européens, je leur dis, mais vous ne vous rendez pas compte de la richesse culturelle de l'Afrique. La plupart des Africains que vous rencontrez parlent au moins 4 langues. Généralement, la langue de leur père, la langue de leur mère, la langue du pays et une langue internationale. Comme au Cameroun. Exactement. Comme au Cameroun, il y a les langues nationales. Absolument. Absolument. L'anglais, le français, l'allemand. Exactement. Au Sénégal, en Guinée équatoriale, enfin bref, Angola. Oui. Quels sont les points de friction que vous rencontrez, maître, avec ses partenaires dans l'élaboration des contrats miniers? Le point de friction le plus important, souvent, c'est la phase de passage entre la phase d'exploration et la phase de production. Quand on fait de l'exploration, on ne produit rien. Quand on fait de la production, on voit le résultat du travail qui a été fait. Et surtout, c'est là que ça devient rentable, c'est-à-dire ça génère des impôts, on voit les matières premières. Alors quand c'est une mine d'or, tout le monde sait ce que c'est. Quand c'est de l'uranium, c'est extrêmement sensible. Quand c'est du lithium, on comprend un peu moins ce que c'est. Quand c'est du cobalt. Mais quand c'est du cobalt, on comprend. L'argent, on comprend aussi. Donc, il y a un enjeu, on va dire, par rapport à ce qu'on est en train d'extraire. Donc, cette phase-là doit être bien gérée. Oui. Et justement, c'est une des expériences que j'ai eues au Mali. Les mines de Fekola, qui sont les deuxièmes plus grandes mines d'or d'Afrique. J'ai personnellement négocié, en fait, la difficulté entre l'exploitant et le gouvernement malien, parce qu'ils n'arrivaient pas à s'entendre sur cette phase de transition, principalement pour des raisons fiscales, mais aussi parce que, on va dire, l'exploitant, qui à l'époque était canadien, ne comprenait pas la dimension sociale pour le gouvernement d'emploi, en fait, le gouvernement considérant qu'il n'y avait pas assez d'emplois créés dans le cadre de l'exploitation de la mine. Ouais. Donc on a finalement trouvé un deal. Il n'y a jamais eu d'arbitrage, tout ça s'est négocié dans le cadre. Ce sont des nouvelles exigences des États africains. Voilà, exactement. Il ne faut pas oublier ça, dans toutes les phases d'arbitrage international, notamment quand il y a un traité international, il y a une période qu'on appelle une période de cooling off. En fait, ça veut dire tout simplement calmer les esprits, qui dure en général 6 mois. 6 mois. 6 mois qu'on utilise lorsqu'on est actif pour tenter une négociation. Et dans pratiquement un tiers des cas, ça marche. Donc il faut pas négliger ça. Il ne faut pas oublier que ces instruments qui existent aujourd'hui, si on les utilise bien, dans un tiers des cas, vous pouvez négocier. Et après, si vous allez à l'arbitrage international, dans 2 tiers des cas, les États africains vont l'emporter. Donc ce n'est pas un paysage si dramatique qu'on veut le dire généralement. D'accord. Et un autre différent que vous avez eu, maître ? Alors, un autre exemple, c'est par exemple la mise en place des pipelines qui ont traversé le Tchad. Oui. Il y avait une problématique qui n'était pas du tout avec des Américains ou autres, c'était un constructeur qui était espagnol, en fait,
Et c'était un problème de conformité. En fait, ce qui avait été installé n'était pas conforme au cahier des charges qui avait été voulu par le Tchad. Et donc, j'étais président arbitre dans le cadre de cet arbitrage pour vérifier la conformité de toute l'installation. Alors, comme c'était une centrale de production de pétrole, je vous laisse imaginer les kilomètres de pipeline et les kilomètres de tuyaux. Donc, l'expertise a duré 1 an et demi. Et finalement, à la fin, le Tchad l'a emporté dans ce dossier parce qu'ils avaient raison. Effectivement, il y avait une véritable non-conformité de la part du constructeur. Comment expliquez-vous que ce soit souvent les pays africains qui aient raison? C'est difficile de vous dire pourquoi ils ont raison ou tort. En fait, généralement, c'est parce que... C'est un non-respect des... Il faut penser à une chose, c'est qu'on a 2 logiques différentes. Oui. L'État africain, généralement, quand il signe un contrat pour des raisons d'intérêt public. Va vouloir un accès à l'énergie, va vouloir retraiter du minerai, retraiter de l'énergie. L'investisseur étranger va penser à sa rentabilité. Donc très souvent, il va à un moment donné se dire ce contrat, il est plus si rentable que je pensais qu'il devait l'être. Donc il fait face à de nouveaux obstacles. Il fait face à de nouveaux obstacles où les conditions ont changé. Oui. Et donc il va vouloir initier un procès pour essayer de mettre la pression à l'État. Alors que si ce contrat est respecté de manière tout à fait normale, c'est normal que ce soit l'État qui l'emporte. D'accord. Et alors quel conseil donneriez-vous, maître, à ces investisseurs actuellement par rapport à ce qui se passe au niveau mondial, à ces investisseurs qui souhaiteraient investir en Afrique dans le secteur minier? Les 2 conseils qu'il y a, c'est de vérifier s'il y a un traité bilatéral d'investissement. Malheureusement, dans la plupart des cas, il n'y en a pas. Et deuxièmement, de bien négocier la clause de force majeure, c'est-à-dire justement cette clause qui permet de gérer l'inconnu, ce qu'on n'a pas prévu. Et dans cette clause de force majeure, y mettre la fiscalité. Ah oui. Parce que souvent, on oublie. La rengaine qu'on entend souvent, c'est pas moi, c'est mon prédécesseur, ou mon prédécesseur s'est trompé, maintenant il faut que je change les choses. C'est quelque chose qu'on entend souvent, partout, pas qu'en Afrique, également en Europe. Vous entendez le débat peut-être en France en ce moment sur la fiscalité, c'est un sujet qui est particulièrement d'actualité chez nous. Cette dimension-là, il faut la prendre en compte dès le départ, parce que ce sont des contrats qui durent 20 ans. 20 ans, c'est une vie. Oui. Et au moins, en tout cas dans la plupart des pays, 3 ou 4 gouvernements. Oui, dans la plupart. Dans la plupart des pays. Dans certains, non. Dans certains, non. Dans certains, non. Maître Lebars, merci. Est-ce que vous auriez un dernier mot à dire, notamment aux États africains, comme vous les accompagnez? Je pense que les États africains doivent être particulièrement optimistes. Aujourd'hui, dans l'équilibre international, c'est eux qui ont quelque chose à gagner. Donc il faut qu'ils n'oublient pas qu'ils sont forts. C'est important dans les négociations qu'ils vont avoir et de également bien se faire accompagner parce que on ne va pas signer un contrat international tout seul si on ne sait pas le faire. C'est vraiment dangereux. On ne va pas signer un contrat international tout seul si on ne sait pas le faire. Exactement. Merci Maître Lebars d'être venu nous donner toutes ces informations importantes sur le partenariat, la conclusion des contrats miniers entre les États africains et leurs investisseurs. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Et donc, je vous souhaite une belle soirée. Je ne sais pas à quelle heure tous les pays africains nous suivent. Je pense qu'on a 1 heure de décalage. Donc, belle soirée à vous tous. Revoyez cette émission qui donne de très bonnes informations sur les contrats miniers. Et donc, à une prochaine fois et retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Au revoir.